Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort des quelques 160 000 réfugiés de la catastrophe nucléaire de Fukushima 2 ans et demi plus tard. Il y a une dizaine de jours, lors du Salon Marjolaine à Paris, Nature et Progrès a organisé une projection débat autour du film de Kenichi Watanabe, Le monde après Fukushima. On avait reçu ici Kenichi Watanabe. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre des extraits de l'intervention de Cécile Azanuma-Brice, chercheur associée à la maison franco-japonaise à Tokyo, venue tout spécialement du Japon. Alors dans le premier extrait, il est question des pressions qui sont exercées sur ces réfugiés pour qu'ils retournent vivre dans les zones contaminées. Alors que dans le même temps, 70% des habitants de Fukushima demandent le droit à la migration. Cécile Azanuma-Brice nous parle également du rôle des institutions internationales dans la définition des normes dites acceptables. On l'écoute. Donc moi je vis au Japon depuis 12 ans. J'étais à Tokyo au moment des événements et puis je suis chercheur associé à la maison franco-japonaise de Tokyo. Je me rends à peu près 2 fois par mois dans la zone depuis 2 ans et demi maintenant. Et ce qui m'a frappé dans le film, j'avais prévu de faire une longue présentation que je vais m'abstenir de faire parce que je crois qu'on n'a pas le temps, mais en tous les cas ce qui m'a frappé et ce que j'aimerais souligner, c'est que ce qui apparaît le mieux, c'est que la responsabilité semble désormais posée sur l'individu. Or, on peut se demander dans nos sociétés à quoi peuvent bien servir nos États s'ils ne sont même plus capables de nous protéger et de gérer donc la politique qu'ils nous imposent. Et moi, c'est là-dessus que je souhaiterais vous faire réfléchir. Le problème de Fukushima n'est absolument pas le problème de Fukushima. D'abord, ça n'est absolument pas un problème qui est clos, mais c'est un problème qui permet de mettre en évidence aujourd'hui toutes les problématiques qui sont liées au gouvernement et aux institutions internationales qui dirigent notre monde, que ce soit sur les questions effectivement nucléaires, mais pas uniquement, sur les questions de l'alimentation, sur les questions des médicaments, etc., etc. Ce qui peut-être n'est pas suffisamment apparu à mon sens dans le film, c'est toute la politique absolument extraordinaire, toute la pression qui est mise pour que les personnes retournent vivre dans les zones contaminées. C'est absolument hallucinant. Combien même Naoto Kan nous dit aujourd'hui qu'il n'est plus Premier ministre, qu'il faut sortir du nucléaire, la belle affaire, j'ai envie de dire. C'est quand il était au gouvernement qu'il aurait été courageux de pouvoir le dire et d'en sortir. Maintenant, je dis oui, certes, je suis d'accord avec lui. Quelles en sont les conséquences ? Aucune. Comment se met en place cette politique ? De l'information au Japon, on en a énormément. Par contre, l'information est détournée pour aller dans le sens d'un message qui est passé également dans le film, à savoir un retour au pays natal sans lequel nous serions incapables de vivre. Bien, figurez-vous que ce mythe, moi, j'ai envie de le faire voler en éclats. Parce que qu'on soit japonais, qu'on soit français, qu'on soit indien ou africain, personne n'a envie de quitter sa terre. C'est normal. Et ce sentiment n'est pas plus exacerbé chez les Japonais que chez les autres.
Par contre, il y a maintenant plus de 70% de la population de Fukushima, et nous avons des statistiques en main, qui ont dit, certes, on n'a pas envie de quitter la Terre, mais on sait qu'il faut qu'on la quitte. Et ce que l'on demande aujourd'hui, c'est le droit à la migration. Ces personnes sont montées au créneau et ont rédigé une loi qui a été votée par la Diète en juin 2012, qui demande le droit à la migration. Et pour pouvoir être mise en place, ils ont besoin d'un budget. Cette loi a été votée, elle n'a toujours pas de budget. Le budget est en train d'être décidé là. Ils en ont parlé dernièrement le 25 octobre. Mais pour le moment, rien n'a été mis en place. Il se trouve que ce droit à la migration a également été défendu par le rapporteur aux droits de l'homme aux Nations Unies, qui s'appelle M. Anand Grover, qui, en avril dernier, à Genève, a fait un rapport dans lequel il montrait du doigt toutes les règles sanitaires qui avaient été enfreintes à cause de Fukushima, et disait donc qu'il fallait que l'on mette en place la permission, le droit à la migration en cas d'accident. Ce rapport a été rejeté par le gouvernement japonais. Par contre, ces mêmes Nations Unies, puisque c'est comme ça que fonctionne la démocratie, c'est-à-dire qu'on en ouvre un petit bout très positif qui ne fonctionne jamais, mais il a été proposé. Et puis par contre, il y a une autre institution qui s'appelle l'UNSCEAR. UNSCEAR, ça veut dire United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiations, dont le rapport a été critiqué par un de ses membres en août 2013. Le membre qui a critiqué le rapport, je crois que vous en avez entendu parler en France, c'est M. Hans van Mark, qui est à la tête de la délégation belge et qui clame au mensonge en déclarant que tout semble fait pour minimiser les conséquences sanitaires réelles de Fukushima. En effet, dans ce rapport, il y a la personne qui est à la tête de la délégation allemande, qui s'appelle M. Weiss, pour ne pas le citer, qui écrit « Nous n'avons pas vu statistiquement de risque direct sur la santé ou de conséquences pour la population au Japon résultant de l'accident nucléaire de Fukushima. » Ce rapport a été néanmoins publié le 25 octobre 2013. Contre ce rapport, il y a de nombreux épidémiologues aujourd'hui, tout aussi valables que M. Weiss scientifiquement, qui tentent de lever leur voix, qui disent que tout ce qui a été acquis aujourd'hui dans les connaissances sur la radiobiologie a été fait voler en éclats. Mais rien n'y fait. Pourquoi ? Parce que l'UNSCEAR est liée bien sûr à l'AIEA. L'AIEA, c'est l'International Atomic Energy Agency, également à l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait que ce sont eux aujourd'hui qui décident des normes appliquées en termes nucléaires au niveau international. Or, on a vu que la norme qui était de 1 millisievert par an a été donc accrue à 20 millisievert par an en cas de situation d'urgence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la zone d'évacuation a été aux 3/4 réouverte sur cette base des 20 millisieverts. Et que donc on n'est plus du tout en situation d'urgence à partir du moment où on estime que des gens peuvent vivre de façon pérenne dans une zone où des enfants devront subir les mêmes taux que des travailleurs du nucléaire. Alors, j'ai pas envie vraiment de faire de commentaires sur tout ça parce que nous, on parle très régulièrement de ces questions de minimisation des conséquences sanitaires, voire de la négation des conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire. À ce propos, je vous invite à réécouter une émission qu'on avait faite le 9 avril 2012 avec Alison Katz de l'association Independent Who, qui explique très très bien les rapports entre ce qu'elle appelle les membres de la famille incestueuse du nucléaire.
Dans le deuxième extrait qu'on va entendre, il est question du relogement des réfugiés et de la campagne de décontamination. Alors je mets décontamination entre guillemets parce qu'on ne peut pas décontaminer des radioéléments. Cette campagne, elle est menée à grands frais par le gouvernement japonais. Voilà, je vous propose d'écouter le deuxième extrait. Pour ce qui est de cette soi-disant volonté de retour dans la zone. Moi, en fait, je travaille en sociologie urbaine. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, je me suis intéressée au relogement des personnes. Pourquoi ? Parce que via le logement, on peut tout déterminer. On peut déplacer des populations comme on peut les fixer. On peut déterminer la taille de la famille. On peut imposer un mode de consommation. C'est ce qu'on a fait dans les années 50, via le logement public, partout dans le monde. C'est ce que l'on fait de nouveau avec Fukushima, qui est une chance inespérée pour allier au système de consommation toute une part de la population qui ne l'était pas, puisque ces gens étaient des agriculteurs. Au départ, on a ouvert le parc de logements publics vacants sur la totalité du territoire. Décembre 2012, le gouvernement décide de fermer la gratuité de ces logements sur l'ensemble du territoire et d'appliquer la gratuité des logements à l'intérieur du territoire de Fukushima. Simultanément, il ouvre une énorme campagne de décontamination. J'ai souvent appelé ça dans mes présentations la décontamination, le lavage des sols ou le lavage des cerveaux. Parce qu'il n'y a rien d'autre que cela. Je voyais tout à l'heure cet agriculteur nous dire eh bien, on a retourné les sols et puis finalement le césium a baissé. Non, le césium il n'a pas baissé, ça ne fond pas des particules de césium, ça se déplace éventuellement. Donc aux prochaines pluies, eh bien, ça va remonter. Aujourd'hui, cette politique de décontamination a coûté extraordinairement cher au gouvernement japonais et on nous a annoncé, toujours au mois d'octobre, qu'on allait continuer cette politique et faire un emprunt supplémentaire qui passe carrément du simple au double pour nettoyer la zone. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par des champs entiers de ballots, de terre contaminée, de feuillage, etc. Donc des sacs plastiques dont la durée de vie est à peu près de 3 ans et dont on se demande bien ce qu'il adviendra d'ici quelques années. Mais c'est pas grave, ça rassure la population. On leur donne un espoir qu'un jour ce sera propre, qu'un jour on pourra rentrer. Car à aucun moment le gouvernement n'a le courage de dire non, stop. Non seulement le gouvernement japonais n'a pas le courage de le dire, mais le gouvernement français continue à vendre du MOX, qui est arrivé, je vous le rappelle, en juin de cette année, au Japon. La semaine dernière, je vous rappelle aussi que nous avons eu un tremblement de terre à 5 sur l'échelle de Richter. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne s'agit absolument pas d'un problème japonais, qu'il ne s'agit pas de la question de Fukushima uniquement. Oui, il ne s'agit pas de la question de Fukushima uniquement. Alors Cécile Azanuma-Brice évoque dans cet extrait la livraison de MOX par la France vers le Japon en juin dernier. Alors le MOX, c'est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium qui est utilisé dans certains réacteurs nucléaires, comme par exemple les 4 réacteurs nucléaires de Tricastin, au hasard. Et je voulais m'attarder un petit peu sur ce sujet. Il faut savoir qu'à la même période, en juin 2013, lors de la visite de François Hollande au Japon, le groupe Areva, qui est détenu à 80% par l'État français, a signé un contrat par lequel, et là je cite une dépêche AFP,
le groupe Areva donc apportera son expertise pour la poursuite de la fabrication de l'usine japonaise de fabrication de MOX. Bon, un autre accord pendant le voyage de François Hollande a également été signé dans le domaine des déchets nucléaires. Alors on pourrait s'étonner de ce transfert de savoir-faire, entre guillemets, vers le Japon, qui priverait la France d'un client. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France a besoin du Japon pour vendre sa technologie nucléaire dans le monde. Par exemple, des contrats sont en cours pour la construction de 4 réacteurs en Turquie, en zone sismique, par Areva, mais avec son partenaire japonais Mitsubishi. Et puis, il faut savoir aussi que la France cherche à vendre ses réacteurs EPR, en particulier en Inde, qui est un client potentiel important, et que pour la construction des EPR, la France dépend d'un fournisseur japonais pour certains composants qui sont indispensables à ces réacteurs. Alors, il se trouve aussi, c'est très intéressant ce qui s'est passé là en début d'année jusqu'au mois de juin 2013. Il se trouve aussi que le Japon ne souhaitait pas particulièrement collaborer avec l'Inde dans le domaine du nucléaire parce que l'Inde n'est pas signataire du traité de non-prolifération. Mais bizarrement, 4 jours avant la visite de François Hollande au Japon, M. Abe, le Premier ministre japonais, s'est rendu en Inde pour préparer un accord entre le Japon et l'Inde sur la coopération nucléaire. Donc, moi, j'entends beaucoup de gens en France qui accusent M. Abe de tous les maux, mais je crois qu'on pourrait aussi commencer par balayer un peu devant notre porte. François Hollande et M. Abe ont des intérêts conjoints bien compris. Je me permets de rappeler à l'occasion qu'il y a 2 ministres Europe Écologie Les Verts au gouvernement. Pendant sa visite au Japon, là je vais citer l'AFP encore, donc Monsieur François Hollande a fait l'éloge des initiatives prises par Shinzo Abe depuis son arrivée en décembre à la tête de la 3e puissance économique mondiale qu'il a promis de relancer. Alors dans le troisième extrait, il sera question de la situation des réfugiés qui ont souhaité refaire leur vie ailleurs, mais aussi de ceux qui ont été relogés dans des habitats provisoires depuis presque 3 ans maintenant. On écoute. Par ailleurs, moi j'ai interviewé des gens qui se sont réfugiés à la campagne, loin du département de Fukushima, parce qu'ils avaient des enfants en bas âge ou parce que eux ne souhaitaient pas se soumettre, et pour qui Fukushima est un électrochoc. Et donc ce sont des gens qui ont réalisé que jusqu'alors, la vie qu'ils avaient, c'était certainement pas celle qui la rendrait heureux. Et donc ils ont décidé de partir avec leurs enfants et de recommencer ailleurs. Ce sont des gens qui n'avaient pas de moyens. Je pense notamment à un ouvrier agricole qui travaillait dans les rizières. Il est parti dans la campagne de Yamanashi et il est de nouveau ouvrier. Enfin, il a changé de métier, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que tout ne va pas dans le sens des interviews que vous avez pu voir. Il y a des gens qui sont partis, puisqu'on parle de 160 000 personnes qui auraient migré. Or, parmi ces 160 000 personnes, en fait, il y en a certainement beaucoup plus, puisque ces 160 000 personnes sont comptabilisées par un système qui est totalement défaillant, puisque ce système a été mis en place par la préfecture de Fukushima, et il faut que, en fait, quand chaque personne prend la décision de partir, elle doit aller à la préfecture et dire « je m'en vais ». Et dans ce cas-là, ils sont enregistrés. Donc, autant vous dire que les 3/4 des gens n'ont pas fait signe à la préfecture pour partir. Donc, ce chiffre de 160 000 personnes réfugiées, dits réfugiés volontaires, est absolument sous-estimé. Et ça aussi, c'est une mesure de plus pour inciter les populations au retour en leur disant, voyez, vous n'êtes pas si nombreux à partir.
Hein. Et puis c'est tellement dur de partir quand on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, que finalement il ne faut pas forcément grand-chose pour vous dissuader de le faire. Un autre point, c'est toutes ces personnes qui vivent dans les logements provisoires. Alors certes, si l'on compare aux logements d'urgence qui ont été faits par exemple en Afrique ou aux Philippines quand il y a un typhon ou ce genre de choses, on peut dire que ce sont des logements fort confortables. Il y a une salle à manger, il y a une cuisine, il y a un bain, etc. Cela dit, dans la loi japonaise, il est prévu que on a le droit de résider dans ces logements 2 ans. Puisque la loi dans nos États semble être faite pour tout le monde, sauf pour les États qui l'appliquent, il se trouve que maintenant on en est à la 3e année, que ces personnes y vivent toujours, que ce sont des logements qui n'ont pas d'isolation, qu'il y fait extrêmement chaud l'été, puisque nous sommes dans un climat subtropical, je vous le rappelle, donc chaud et humide, ce qui veut dire qu'ils commencent à pourrir, ce qui veut dire qu'il y fait très froid l'hiver. Ces gens ont une indemnité mensuelle de 100 000 yens par mois, ce qui correspond à peu près 780 €. Ces personnes, je vous le disais tout à l'heure, avant étaient pour les 3/4 des fermiers, produisaient ce qu'ils mangeaient, etc. Donc n'achetaient quasiment rien. Quand vous êtes dans un logement provisoire, vous ne pouvez plus rien produire, donc il faut tout acheter. Donc on les rend absolument dépendants d'un système de consommation, sans qu'ils puissent avoir le choix. Il y a des gens qui font le choix d'être dépendants de ce système, manifestement ça n'était pas le leur. 780 € par mois, c'est suffisant pour survivre, sachant qu'ils doivent aussi payer toutes leurs charges d'électricité et d'eau, qui sont assez considérables, puisque je vous le rappelle, donc les logements ne sont pas, n'ont pas d'isolation. Mais c'est certainement pas suffisant pour vous permettre de partir. D'autant que si vous partez, eh bien vous ne recevez plus cette indemnité. Donc les gens ne partent pas. Et ils sont dans une impasse. Voilà. J'ai pas de commentaire à faire. Je crois que ça parle de... C'est évident. Alors, l'extrait suivant, on va continuer sur ces réfugiés. Et donc, cet extrait traite plus particulièrement du suivi sanitaire des populations. Alors, je mets suivi sanitaire entre guillemets parce que vous allez voir, c'est une définition bien particulière de la santé qu'on applique aux réfugiés de Fukushima. J'ai fait une carte de la répartition des logements provisoires et je l'ai superposée avec une carte de la répartition de la contamination qui a été faite par le ministère de l'Environnement japonais. Je me suis aperçue qu'étonnamment, les cartes correspondaient. Ça n'a pas été sans m'interroger. Et je me suis dit, mais je comprends pas. On est censé produire du logement public, qu'il soit d'évacuation d'urgence ou je ne sais pas quoi, pour protéger la population, n'est-ce pas? Le gouvernement japonais s'est excusé de cette situation en expliquant donc que c'était le ministère de l'Environnement qui produisait les cartes de la répartition de la contamination et que c'était le ministère de la Construction qui avait fait ces logements provisoires et que donc il ne s'était pas consulté pour se passer l'information, qu'il n'était pas au courant et que donc, mais à coup pas vraiment on est extrêmement désolé. Sauf que 3 ans après, eh bien ces logements sont toujours occupés. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est dans des sociétés où on nous protège. Donc, hormis la protection par le logement, on met également en place la protection sanitaire. Donc, tous ces gens sont bien suivis. Autant vous dire que les projets de suivi sanitaire de la population sur les terrains contaminés aujourd'hui fleurissent à Fukushima. Je pense plus particulièrement
un projet qui s'appelle Progetto Nihonjin en japonais. Nihonjin, ça veut dire japonais en japonais. Nihon, c'est le Japon. Quand on parle de Nippon, on fait référence à un Japon impérial, impérialiste. Quand on parle de Nihonjin, ça a de fortes connotations très nationalistes dans la façon de dire japonais. Ce projet est un projet médical qui est accueilli par l'Institut médical de la préfecture de Fukushima, qui travaille avec des fonds publics, gouvernementaux, mais également avec des entreprises privées qui sont spécialisées dans la production de médicaments contre le cancer, et avec une société qui s'appelle, cette fois, Nippon Gen, c'était un jeu de mots. Cette fois, ça s'appelle GENE. Ça s'appelle GENE. Et donc, comme leur nom l'indique, ils ont, eux, pour but de constituer des bases de données génétiques. Autant vous dire que Fukushima est aujourd'hui devenu le plus gros laboratoire d'expérience sur l'homme au monde. Des cobayes. C'est certainement la raison pour laquelle on fait en sorte que toutes ces personnes restent sur cette zone. Bon, je crois que ça parle aussi très clairement. Donc, il existe, il faut le savoir, des projets franco-japonais sur les études génétiques aussi. Et on va terminer par une petite conclusion de Cécile. Azanuma Brice. Un autre mot sur le coût qu'engendrerait la migration des populations, l'indemnisation des populations pour leur permettre le refuge. Ben, en fait, moi, je crois que ça n'est pas la question. Je me la suis posée longtemps, cette question. Et puis, je m'aperçois qu'on dépense de telles sommes dans la décontamination, que le gouvernement japonais, en plus, est prêt à investir, malgré la dette qui est considérable suite à Fukushima, dans la construction d'un superbe stade pour les Olympiques en 2020. Donc il semblerait bien que l'argent ne soit pas le problème à cette situation. Et que via les politiques de décontamination, etc., ce que l'on cherche à faire, c'est surtout maintenir l'image d'un capitalisme du désastre qui serait écologiquement correct. Et je crois que la question est bien là, et la vraie question qu'il faudra se poser un jour, c'est est-ce que l'on veut continuer dans un système industriel, capitaliste, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, tant du point de vue social qu'écologique. Parce que la question première, c'est celle-ci. C'est pas Fukushima. Et c'est peut-être pas uniquement le nucléaire non plus. Ce témoignage est donc, moi je trouve particulièrement important, et on remercie Cécile Azanuma Brice de nous avoir permis de l'utiliser. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos émissions à partir de notre blog collectifantinucléaire13.wordpress.com, et je vous invite en particulier à réécouter des émissions qui sont liées au thème qu'on a évoqué aujourd'hui. En juillet 2013, on a fait une émission, un entretien avec Kenichi Watanabe, qui est l'auteur du film Le Monde après Fukushima. Sur un autre thème qui explique que les rapports entre le lobby, entre les membres du lobby nucléaire à l'international, et en particulier l'accord entre l'Organisation mondiale de la santé et l'AIEA. Je vous invite à réécouter une émission avec Alison Katz de l'association Independent Who du 9 avril 2013,
Et enfin, sur les projets de réhabilitation et de suivi des populations, et en particulier au travers de programmes internationaux comme le programme ETHOS, qui a été appliqué à Tchernobyl et qui est appliqué aussi à Fukushima, on avait fait une émission en décembre 2011 avec Mathias Goldstein du comité Stop Nogent. Voilà, c'était sur des thématiques plus précises. Merci à Sidi, à la technique, et puis on se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, bon courage.